26 mars 2000, Los Angeles. Le tout Hollywood est sur son 31 en ce début de soirée. Les paparazzis ont préparé leur stock d'appareils et d'objectifs en tout genre. La sécurité sécurise, tenant à l'écart des foules de fans criant le nom de leur star préférée, et ces dernières s'avancent une à une sur le tapis rouge, suivant un manège bien huilé. À première vue, la cérémonie des Oscars de cette année se déroule comme attendu, sans fausse note, ni écart de conduite. Pourtant, en y regardant d'un peu plus près, un attroupement particulier se forme au milieu de la foule, précédé d'un Phil Collins hors de lui, pestant à qui veut l'entendre. Comme un hostile à une soirée si importante. C'est un scandale. Le scandale dont le chanteur britannique parle a pour nom Matt Stone et Trey Parker. Les deux sales gosses du showbiz, coutumiers de ce genre de réaction, vêtus pour l'occasion de somptueuses robes people, saluent la foule, ponctuant leurs gestes de grandes phrases bateaux telles « Oh oh oh, quelle soirée magique !» ne marquant des pauses que pour accuser le coup des cartons de LSD, ingérés avant de venir. Oui, ils sont totalement défoncés. L'idée leur est venue sur un coup de tête en cherchant comment honorer l'intérêt que leur porte leur père, dont ils se contrefouent royalement. Et étant nominé à l'un des prix de cette année, la soirée ne fait que commencer. Mais les deux têtes de mule n'en sont pas leur premier doigt d'honneur au Star System, ou même, disons-le clairement, à n'importe quelle figure d'autorité. Parker notamment est très précoce en la matière, puisqu'à ses 7 ans, vivant encore au Colorado, a vu ses parents convoqués à l'école primaire, après qu'il ait mis en scène une pièce de théâtre intitulée sobrement « Le dentiste », et traumatisé ses camarades lors de la représentation, avec tout le faux sang et les démembrements, selon lui indispensables à l'histoire. Mais là où il serait facile de ne voir que les bêtises d'un gamin gavé de Monty Python, cette anecdote traduit déjà une fibre artistique fort développée et un grand intérêt pour la comédie. Perdu dans sa ville calme et tranquille du Colorado, Trey s'intéresse de lui-même à la musique, le cinéma et par la suite, les comédies musicales. Ces dernières font forte impression sur le jeune homme qui, caché derrière une couche d'humour, s'essaye à l'exercice avec appétit. You put out an album with a buddy of yours from high school, and it's called Immature, a collection of love ballads for the 80s man. You gotta hear some of the songs on this record. It's great. Dead Ballerina. But there's one I really love that's called I Spit on Your Love. And this is you and what's your buddy's friend? We gotta get David Goodman. David Goodman. You and David Goodman. And you passed these out in high school and sold them, or? Yeah, we recorded on a 4-track recorder, and we sold them for $5, and we made like $500, so I quit my job at Pizza Hut. And I remember the manager, I told the manager of Pizza Hut, because he wanted an exit interview, and he's like, why are you leaving Pizza Hut? And I said, well, I think I got a career. I was like, we did this thing, and I made $500, and he's listening to me, and I was like, and I want to go to music school, you know, I want to do music, and he's like, sounds to me like you think you're too good for Pizza Hut. I spit on your love. I spit on your love. And I spit on you. Pour Trey, ce ne sont pas des paroles en l'air. Il a toujours été un grand rêveur. Et c'est donc vers une formation de musique qu'il se tourne, sans pour autant quitter le Colorado, en rejoignant l'université Boulder. Il s'inscrit par la même occasion à l'option cinéma, car depuis que son père Andy Parker lui a offert sa première caméra à ses 14 ans, Trey et ses amis n'ont eu de cesse d'enregistrer des courts-métrages le week-end. C'est précisément cette option qui changera le cours de sa vie, puisqu'il y rencontrera un grand type, épais comme un fil de fer, au sens de l'humour tout aussi noir que le sien. Son nom, Matt Stone. Bien qu'il ait lui aussi grandi au Colorado, son enfance a été très différente de celle de Parker. Là où ce dernier a toujours été le gamin populaire de la classe, le roi de promo, aux élans artistiques encouragés, Matt a passé sa scolarité à Columbine, comme le gosse un peu différent, à l'écart, avec des professeurs répétant machinalement qu'ils n'ont qu'une chance de faire quelque chose de leur vie. It's a normal high school. Painfully normal. Just absolutely painfully, horribly average. You know, Littleton in general is. I remember being in 6th grade, and I had to take the math test to get into honors math in 7th grade. And they're like, don't screw this up, because if you screw this up, you won't get into honors math in 7th grade. And of course, if you don't get into honors math in 7th grade, you won't get into honors math in 8th grade. And then you'll just die poor and lonely. And, you know, you believe in high school and and a lot of it's kids, but the teachers and counselors and principals don't help things. They scare you into conforming and doing good in school by saying, if you're a loser now, you're going to be a loser forever. So that with Eric and Dylan, right? People called them fag. They're like, you know what? If I'm a fag now, I'm a fag forever. And you wish someone just could have
grabbed him and gone, dude, high school's not the end of a year and a half or a year. It's amazing how fast you lose touch with all those people. They just beat it in your head as early as 6th grade. Right. Don't fuck up, because if you do, you're gonna die poor and lonely. Surtout ne foirez pas. Sans doute les mêmes mots qui ont été marqués au fer rouge dans le crâne de son père, Gerald Stone, puisque lorsque son fils lui annonce vouloir rejoindre la Boulder University pour des études en art, il se braque, craignant que Matt finisse musicien à la rue, et lui demande de choisir une option plus lucrative, espérant probablement le voir avocat ou médecin. Étant particulièrement doué en mathématiques, Matt Stone choisit cette option, à laquelle il ajoute l'option cinéma. We had to make their first thing was a 60mm 5-minute film. And so they said, partner up. And we quickly realized that everyone else in the class kind of wanted to make like black and white sexual exploration pieces and like, you know, things about, you know, being, you know, eating meat's bad and all this stuff. So we're like, want to do some fart jokes? You know? It was across the room, it was love at first sight. Fart jokes. Les deux compères, liés par leur amour des Monty Python, tournent de façon compulsive des courts-métrages à l'humour absurde et aiguisent leur sens de la parodie en s'inspirant des vidéos éducatives des années 50. Billy, are you excited about your first date? Good. Et il s'avère qu'ils sont particulièrement doués dans l'exercice de la parodie et se régalent à tourner court-métrage après court-métrage, quitte à négliger un peu leurs études. Mais Matt Stone et Trey Parker, malgré leur aura de rebelle, sont pourtant bien loin du cliché de l'étudiant universitaire, partageant son temps entre soirées arrosées dans les fraternités et sorties avec les copains. Ils ont un vigoureux besoin de création, des idées plein la tête, et y dédient leur journée. We both got in trouble. Yeah, I got in trouble, but I actually got kicked out of college, but not, you know, I mean, again, it wasn't for, that was the big thing, is everyone liked the story because it was, you know, these two supposed slacker, loser, rebel guys that suddenly got fame. And the truth was, you know, we've been working our asses off since we met in college, you know, and we did films all the time, and I only got kicked out of school because I was working so hard on this film trying to get it done. Friends of mine know that really in high school and in college, I didn't party. I really didn't. I barely drank. I mean, I would go out once a month and drink and didn't do it at all. And I was like, don't waste this time, you know. Leur pérégrination à travers différents genres, alternant prise de vue réelle et pour la première fois, avec le court-métrage American History, le stop-motion de papier découpé, les conduisent à fonder en 1992 une société de production, The Avenging Conscience, avec deux autres amis. Le concept d'American History, pensé comme un court-métrage très cheap fabriqué par des enfants, a fait l'unanimité. Et il ne faut pas longtemps pour que les quatre amis décident que leur premier projet en reprendra l'essence. Ils choisissent de partir sur quelque chose de simple, avec des personnages à la personnalité marquée et au design reconnaissable. C'est ainsi que le 8 décembre 1992 naît The Spirit of Christmas, qui sera rebaptisé par la suite Jésus contre Frosty. Frosty killed Kitty, dude! I told you not to put that fucking hat on Frosty's fucking head, now didn't I? Deux enfants grossiers dans une ville cliché du Colorado, une histoire invraisemblable et une animation juste ce qu'il faut d'amateurisme. Le potentiel du court-métrage est déjà bien visible. Mais bien que le projet soit accueilli par les éclats de rire de leurs camarades et amis, il en est un qui sera prédominant pour leur carrière respective. Sur le campus de la Boulder University, une petite vidéo fait sensation depuis quelques semaines. Chaque élève en parle, citant des passages à leurs amis, comme une blague que seuls comprennent. Ce n'est pourtant qu'une simple bande d'annonces parodiques, mais déjà, son statut culte est établi auprès des étudiants. Il faut dire qu'avec pour sujet Alfred Packer, un pionnier du 19e siècle accusé d'avoir mangé ses compagnons, les blagues étaient toutes trouvées. C'est Parker qui, obsédé depuis des années par ce personnage emblématique du Colorado, a eu l'idée de le mettre en image en réalisant une bande-annonce d'un faux film. Mais pour leur plus grand étonnement, le court-métrage a tellement de succès auprès des élèves et des enseignants que le directeur du département cinéma de l'université met tout en œuvre pour convaincre le Quatuor de tourner un vrai film inspiré du trailer. Cependant, les voilà face à un autre aspect du cinéma avec lequel ils n'avaient pas encore eu à composer. L'argent. Les costumes, les déplacements sur les lieux de tournage, l'équipement, tout ça coûte cher, même pour un film à si petite échelle. Heureusement, Trey peut alléger la note en composant toutes les musiques du long métrage. Et étant, pour le plus grand plaisir de Parker, une comédie musicale, il y en a une bonne quantité à écrire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la gestation du projet se fait laborieusement, avec 2 bouts de ficelle la plupart du temps, à commencer par les investissements. Basically what we did is we made a preview first. We spent a few $100, made a preview,
that was only 3 minutes long, and then went around to people and said, hey, we need finishing money for our movie. And they would look at our preview and think, oh, that's really funny, thinking we were a lot closer to done than we were, and then they gave us money. And all of a sudden, we had enough money to go out and actually make the movie starting from scratch. Leur stratégie marketing, faute de meilleurs mots, s'avère payante, puisque c'est avec un tout nouveau film à 125 000 $, Alfred Packer The Musical, que The Avenging Conscience se présente avec tout le culot qui les caractérise au festival de cinéma Sundance dans l'espoir d'y trouver un acheteur. Ils y feront chou blanc sans même une quelconque réponse du Sundance Festival, mais éveilleront la curiosité de la société de production Trauma Entertainment, qui rachètera finalement les droits du film. Des étoiles plein les yeux, Matt et Trey y voient ici un signe du destin, annonçant leur ascension prochaine dans le monde du cinéma. Ni une ni deux, ils prennent la décision de quitter le Colorado et ses neiges hivernales pour lancer leur carrière à Hollywood. Ils sont jeunes, talentueux et possèdent tous deux un caractère bien trempé. L'avenir qui s'offre à eux semble des plus brillants. Avec son soleil estival, ses routes bordées de palmiers et ses artistes de rue, Los Angeles fait l'effet d'un monde parallèle pour les deux gosses du Colorado profond. Difficile pour eux de ne pas s'imaginer déjà riches et célèbres en descendant au Hollywood Boulevard ou en se promenant à Venice Beach. Certes, ils ont une vision plutôt cynique du Star System, mais ils s'imaginent assez bien en ces stars punk rock, au Roland Underground saccageant les chambres d'hôtel. The thing is, when we came to LA, and we were such losers that our favorite thing to do was to go to bars and try to find someone famous and fart on them and get a picture of it. Yeah. We were at a party and Richard Dreyfuss was there. I have a It's like, I have to fart. I'm like, let's get a picture. And so he walks over and and I just whipped it out and took this picture, figuring it would just be a blue blur of his shirt. I mean, here's Trey farting on Richard Dreyfuss, but it turned out pretty good. Yeah. You see Richard back there. And then we see Trey But what sucks about it is that now, now we have so little time, but the time, it's like, oh, let's go hang out at a bar. And it's like, I see people now come, let's go fart on those guys. Yeah, that's we're just waiting to get farted on. They want to fart on us now. La chance leur sourit assez vite de prime abord, puisque le peu d'argent de côté qu'ils ont emporté leur sert à engager un avocat pour défendre leurs intérêts, qui se trouve avoir quelques relations sous la main et les met en contact avec un producteur à la recherche d'un scénariste. Tuons l'avocat! Je ne suis pas ce genre d'avocat. Résultat des courses, un avocat donc, un nouvel agent artistique et un script à écrire comme premier emploi. Après ça, les offres devraient tomber d'elles-mêmes, surtout lorsque Cannibal the Musical sera enfin mis en rayon. Oui, la chance semble être de leur côté. Malheureusement, Cannibal the Musical fait très peu parler de lui, à tel point qu'il est même difficile à placer sur un CV. Mais Matt et Trey gardent espoir. Ce n'est qu'un léger contretemps. Allongés sur des piles de linge sale ou à même le sol, faute de moyens, les deux copains gardent leur candeur. Dire que dans une semaine ou deux, on sera putain de riche, mon pote. Mais rapidement, les 2 semaines se transforment en 2 mois, les 2 mois en 2 ans, pour finalement ne plus vraiment tenir les comptes. Matt Stone et Trey Parker se heurtent à ce que des millions d'acteurs, scénaristes et écrivains ont vécu avant eux, dans une ville où l'offre dépasse de beaucoup la demande. Les sirènes d'Hollywood, la désillusion. Le bilan de ces quelques années n'est pas totalement négatif cependant. Certes, les contrats qu'ils décrochent, comme la série Time Warper pour la 20th Century Fox, ou leur film Orgasmo, se soldent par des échecs ou des annulations, mais ils y ont malgré tout lié quelques connaissances et raffiné leurs plumes dans ce milieu qui demande d'écrire toujours plus vite. Et c'est justement pendant leur séjour chez la Fox qu'un certain Brian Graydon, producteur exécutif, alias un mec qu'on va avoir dans sa poche, tombe sous le charme de la désinvolture et de l'humour des deux scénaristes, après un visionnage de Jésus contre Frosty, et leur demande simplement « Ça ferait de super cartes de vœux de Noël. Serait possible que vous m'en fassiez une à envoyer ? Je vous dédommagerai pour le matos, bien sûr. 2 000 $, ça vous va ? » Ouais, ça devrait le faire, répondent-ils tout en pensant « On l'aurait fait pour 300 $, mais ok. » À cette étape de leur vie, cet argent tombe à point nommé, puisqu'il leur permettra de payer quelques factures à moindre effort. De plus, 2 000 $, c'est une somme fantastique pour les deux hommes habitués à des salaires de misère, bien qu'ils soient sans doute, sans le savoir, les animateurs les moins chers du milieu. Après une semaine passée enfermée, en compagnie d'un ancien membre de The Avenging Conscience, à couper, déchirer, coller du papier cartonné et leurs doigts, le trio se présente devant Brian Graydon avec une nouvelle version de The Spirit of Christmas. Les bases posées par le premier court-métrage en stop-motion sont toujours là. Mais la formule a été raffinée et la qualité générale du film est bien plus professionnelle.
We meet again, Jesus. You have blemished the meaning of Christmas for the last time, Kringle. I bring happiness and love to children all over the world. Christmas is for celebrating my birth. Christmas is for giving. I'm here to put an end to your blasphemy. This time we finish it. There can be only one. Dude, this is pretty fucked up right here. On y voit pour la première fois une pancarte intitulée sobrement South Park. Et les 4 protagonistes ont désormais une voix qui leur est propre. I think I learned something today. It doesn't matter if you're Christian or Jewish or atheist or Hindu. Christmas still is about one very important thing. Yeah, ham. No, not ham, you fat fuck! Fuck you! Christmas is about something much more important. What? Presents. Don't you see, Kyle? Yeah, presents. Graydon, loin d'être choqué par le parler des enfants et le design brut du film, est ravi par le concept qui dépasse toutes ses espérances. Une chose est sûre, il doit garder ces 3-là à l'œil. Ces derniers, épuisés par la production intensive du court-métrage, sont bien contents de pouvoir changer de registre lorsque Seagram, ayant récemment racheté Universal Studios, les engage pour réaliser un court-métrage sur la célèbre société pour marquer l'événement. Vous savez, celle avec la Terre qui tourne là. C'est tout content que Matt Stone et Trey Parker se rendent sur les lieux du tournage, prêts à empocher un salaire bienvenu. Ils ont à leur disposition plusieurs stars de l'Universal sous contrat, un plateau de tournage et un délai à respecter. Mais, comme s'en aperçoit Parker à quelques heures du tournage, il manque quelque chose d'essentiel. Et le script ? Il est où ? S'étonne le scénariste. Comment ça, vous l'avez pas écrit ? Ah si, il faut juste que je vois ça 2 minutes avec mon collègue, je reviens. Le quiproquo les ferait presque sourire s'il ne les avait pas mis dans un pétrin pareil. En effet, il semble qu'un malentendu soit créé, les laissant croire qu'ils étaient seulement attendus à la réalisation quand ils étaient censés fournir des sketchs. Fort heureusement, les 2 hommes sont bien plus productifs sous pression, avec des délais serrés et une marge d'erreur nulle. Il leur faut 2 heures enfermés dans un bureau pour improviser des scénettes sous forme de parodies de vidéos éducatives des années 50, domaine dans lequel ils excellent désormais. C'est ainsi que pour Your Studio and You, Matt et Trey se retrouvent du haut de leur vingtaine à diriger Michael J. Fox, what does that mean, artist friendly? Steven Spielberg en guide touristique, moquant dans la foulée les dents de la mer, Whoa, that is one big, scary shark. Oh, the humanity. Isn't that terrifying? That's right. Old and stupid. ou encore Sylvester Stallone et son parler approximatif. You know, it's good to be open to new talent, because that way you're more open to new talent and stuff. L'expérience est déstabilisante pour ces 2 inconnus d'Hollywood tout droit sortis de l'université, mais les quelques stars présentes restent sport et jouent le jeu à merveille. Cependant, le tout n'est rien d'autre qu'un film d'entreprise qui ne sera sans doute présenté qu'une fois ou 2 en interne. Tout comme The Spirit of Christmas, pas de quoi faire décoller leur carrière. Mais s'il y a une chose récurrente chez ces 2 gars, c'est que leur opportunité se présente souvent là où ils ne les attendent pas. It sucks for me. Un soir où les 2 amis passent du bon temps dans une des nombreuses fêtes de LA, l'un des convives baisse la musique tout en parlant. Faut que vous voyez ça les gars, c'est juste à mourir de rire. Il tient à la main une cassette, du genre qui aurait servi et resservi à enregistrer toutes sortes de programmes télévisés. Les gars ont fait ça tout seuls pour se faire connaître. Ça a explosé sur l'internet, poursuit-il, tandis que les quelques notes de musique de Spirit of Christmas démarrent à la télé. Non mais on connaît, c'est nous qui avons fait ça, se défendent Matt et Trey. Non, je connais le nom des gars, et il paraît qu'ils sont déjà en train de rencontrer des boîtes de prod. Voilà la manière dont Matt Stone et Trey Parker découvrent qu'ils ont réalisé l'un des tout premiers buzz internet de l'histoire, sans avoir la moindre idée du pourquoi du comment. De ce qu'ils en savent, Brian Graydon a envoyé leur vidéo pour souhaiter un joyeux Noël à ses proches. Fin de l'histoire. Oui et non. Le bouche à oreille est plus puissant qu'ils ne le pensent. Les quelques amis ayant reçu la cassette, trouvant l'idée hilarante, l'ont simplement copiée, puis expédiée à 2 ou 3 autres connaissances, répétant l'opération encore et encore, jusqu'à finir en ligne sur un YouTube à peine naissant. En l'espace de 3 mois, le bouche à oreille avait rendu leur petit court-métrage aussi célèbre que le prochain blockbuster, et attiré l'attention de toutes les boîtes de production. Les 3 créateurs, ne se doutant pas une seule seconde de l'ampleur que prendraient les choses, n'ont pas jugé utile de signer la vidéo. Sans surprise, quelques malins y ont vu une opportunité de se faire un nom, et tentent de se vendre aux chaînes de télé le court-métrage sous le bras. Fort heureusement, il est facile de prouver la paternité des 3 gars, et avec le soutien de Brian Graydon, ces derniers se rendent à la Fox, chez qui ils ont déjà travaillé, pour y discuter d'une adaptation en série. Seulement voilà,
La célèbre marque américaine rechigne un peu à l'idée d'intégrer un personnage de crotte qui parle, Monsieur Hanky. Or, Matt et Trey ne s'imaginent pas une seule seconde pouvoir se passer de cet esprit de Noël, qui les fait déjà beaucoup rire. Par chance, un certain Doug Herzog cherche comment garder à flot la société qu'il dirige, Comédie Centrale. Cette dernière vient de perdre une grande partie de son financement après que son plus gros sponsor ait tourné les talons. Or, un programme original, ce que jusqu'alors ils n'ont pas, pourrait faire remonter l'audience et leur permettre de garder la tête hors de l'eau. Vous comprendrez alors sans peine que lorsque Doug Herzog tombe sur Spirit of Christmas, il invite sans tarder les deux créateurs à New York pour des négociations. Les grandes lignes du pilote de la série plaisent au directeur, mais un élément le fait quelque peu tiquer. Et là, il y a ce gosse en impère orange, Kenny donc, avec le corps d'un côté et la tête de l'autre qui se fait traîner hors de l'écran. Et c'est comme ça que l'épisode finit. Raconte un Trey Parker avec enthousiasme, accompagné des rires de son ami. C'est pas un peu triste? Je sais pas si les spectateurs vont apprécier. Non mais ça fait partie de la blague, on va tuer Kenny à chaque épisode, vous en faites pas. Le ton est immédiatement donné. Et Herzog le sent bien, de leur façon de se faire connaître à ce qu'ils souhaitent proposer, il n'y a rien de conventionnel chez ces deux bonhommes. Mais c'est peut-être bien ce qui pourrait faire marcher le tout. Il décide de parier sur eux. Ayant déjà en tête une stratégie marketing pouvant amortir les 300 000 $ investis pour le pilote, jouant sur le caractère borderline de la série et les possibles censures qu'elle pourrait subir, de sorte que la société rentre dans ses frais grâce au buzz, avant même la diffusion du premier épisode, rien qu'en vente de produits dérivés. Le 13 août 1997, Matt Stone et Trey Parker présentent pour la première fois au public Cartman a une sonde anale. South Park devient un phénomène de société dès les premières semaines de diffusion, transformant en Comédie Centrale en machine à profit, presque du jour au lendemain. Matt et Trey, n'espérant pas plus d'un ou deux épisodes, sont d'entre tous les plus étonnés. We seriously thought we'd be about 3 episodes and out. Yeah, because we thought the pilot would fail. Yeah. And then when we got the series, we thought we'd be 3 episodes canceled, yanked. You know? Because people did get pissed off. Well, that's obviously... My mom was pissed off. She does not like the whole thing? Well, no, now she does, but at first she was just like, you know, the drawings are so cute, why do they have to say the F word? So I talked about it with Matt, and I said, you know, maybe the drawings are real cute, we don't have to say the F word. And Matt said, no, fuck that. Bien que minoritaires, des groupes se forment dénonçant le caractère outrancier des dialogues, ou les sujets parfois glissants traités dans la série. When played backwards, Kenny's dialogue is satanic. Here's some of Kenny's dialogue now. And now, when played backwards, you can almost make out satanic messages. Listen carefully. I am Satan. Love me. Aha! Did you hear that? Yeah, cool, South Park. That's one more reason not to watch. Matt Stone et Trey Parker, avec leur côté taclons tout et n'importe quoi, semblent alors ouvrir la télévision vers une ère de rébellion. Les Simpsons étaient, jusqu'à maintenant, ce que l'on pouvait attendre de plus cinglant en termes de satire de société. Le bond entre les deux est donc prodigieusement violent pour les plus conservateurs des Américains, déstabilisés par l'humour absurde des deux hommes. Mais ce qui fait de South Park une réussite pour beaucoup, est cette habileté à parler de sujets d'actualité sans forcément vouloir prendre parti. Have included 4 foul-mouthed Colorado youngsters made out of torn construction paper. Now you're educating America. Yes, we're trying to say that in the New York Times. It's really what we've always said, and I think what we say with the show is not anything new, but I think it is something that is great to put out there, which is, you know, the people screaming on this side and the people screaming on that side are the same people. And it's okay to be someone in the middle, laughing at both of them. Mais c'est aussi leur processus de création très atypique qui leur permet de garder au fil du temps cette fraîcheur et cette pertinence encensées par les critiques. Chaque épisode, tenez-vous bien, est écrit, enregistré, animé et diffusé en seulement 6 jours, le tout sur place, leur promettant une liberté de création quasi totale. Un procédé impensable dans ce milieu, qui nécessite un dévouement total de la part de l'équipe, mais qui a pour avantage de forcer les deux hommes à avancer quoi qu'il arrive. Comme Parker aime à le dire, ça enlève toute possibilité du syndrome de la page blanche. No, that's a fun thing. I mean, that's why we have our first new episode airs on October 19th, right? And as of right now, we have no idea even what that episode will be about. We haven't started it. We're not going to start it until the week before. We'll start it the week before. Because every time we try to start way before, I can't write, and we get too, you know, thinking too much about it. And we realize too, you know, that's what something that happens is we get too much into what's our point, what are we trying to say?
And then we realized, wait, that's not our job. Our job is to make people laugh. Pour faire rire leur public, ils peuvent compter sur leurs personnages haut en couleur, avec à leur tête les 4 garçons, Stan, Kyle, Kenny et Eric. L'univers qu'ils développent autour d'eux est largement inspiré d'éléments de leur vie. I grew up in a little town called Conifer on 285 up towards South Park. And so South Park was this big empty valley. And it's sort of, if you look at it on a map, it's actually a perfectly circular valley right in the middle of the Rocky Mountains. So just that alone was just kind of weird. And what happened when I was growing up, it was the place where any weird story you would hear, you know, there was UFOs last week, you know, in South Park. And all the cattle mutilations, all that stuff, it was always from South Park, you know, and so that was always just the weird thing you heard mythological stories from. A lot of characters are like, sometimes it's like the drawing's based on somebody or the voice is based on like somebody, you know, like Butters is me making fun of our animation director. And that's kind of, you know, I mean, that's how a lot of people come up with characters, is you start imitating and making fun of somebody, get their essence or whatever, and that becomes a character. A lot of characters are based on real people. Sans surprise, il leur est très vite offert de transformer South Park en distributeur à billets bien huilé, derrière lequel n'importe qui pourrait se mettre aux commandes et poursuivre la production. Mais Stone et Parker n'ont pas bossé jusque-là pour laisser les rênes à la première occasion. Et quitte à regretter la qualité de la saison 2 par la suite, continuent de se tuer à la tâche, travaillant toujours comme l'auraient fait des animateurs indépendants. As the season would go, you know, we're like, okay, this Trace Havoc, what can we do about that? And end up with a great show, you know, and then the next week, you know, it just sort of keeps ramping up, and we just kept feeling like the seasons were actually getting better, and as long as that was happening, it's not fun to do. And you know what? South Park is never fun to do. It's hard work, you know, and what, you know, it's really not fun to do. And what the kids always want to hear, you know, we go on MTV and the kids always want to hear is, yeah, you know, we just get drunk and we get high and we party and we come up with stuff, you know, and it's like, that's not true. But we go, we get a coffee, we, you know, show up to work early and we work super hard and almost kill ourselves almost every season to try to get it all in. Malgré le nouveau mode de vie que l'argent leur a acheté, la misère qu'ils ont pu connaître durant les années précédentes est encore bien présente dans leur tête, pesant sur eux dans chacun de leurs choix. Un état d'esprit particulier qui les pousse à écouter, malgré eux, les gens du milieu pas forcément bien intentionnés. J'avais un pied à l'étrier, il faut faire un film maintenant. Vous êtes dans la cour des grands, et il faut faire un vrai truc un peu. Bien que ce conseil soit sans doute motivé par l'argent, il plante une graine d'idée dans l'esprit des créateurs qui conclut que, puisque tout sera probablement bientôt fini, autant finir en beauté. C'est ainsi que naît le film South Park, Bigger, Longer Uncut, en 1999, alors que la série ne compte que 2 saisons. L'expérience a été épuisante, mais les deux amis en ressortent avec une œuvre sans concession dont ils sont fiers. Malheureusement, le public réagit comme à son habitude de façon virulente. Bien que la majorité ne cache pas leur plaisir, certains critiquent de nouveau la vulgarité de l'univers, quand d'autres s'attaquent plutôt au parti pris artistique. Le film, une comédie musicale d'1h20, est reçu comme un ultime pied de nez par une partie des fans, ignorant la passion de Trey Parker pour ce genre à milieu de l'aspect satirique de South Park. Malgré cette pseudo-polémique, la qualité des chansons, drôles et entêtantes, est indéniable. À sa grande surprise, Trey Parker est nominé à l'Oscar de la meilleure chanson originale, pour son titre Blame Canada. Mais il y a un hic. D'un côté, les Oscars, c'est cette institution qui représente tout ce qu'ils s'amusent à pointer du doigt dans leur série. Le Star System, Hollywood et ses célébrités au discours pompeux. De l'autre, refuser une nomination, c'est s'aborder volontairement leur film et par extension leur série. Trey got nominated for Blame Canada. And so I think I went as your date, right? So it was like, wouldn't it be funny if I shaved my legs and dressed up in a fancy dress and tried to pass myself off as some weird looking tall European? Talked about like big duck outfits and we're like, well, if we go in with big duck costumes, they're not gonna, then they have a reason to not let us in. But if we're wearing what other people are wearing, then they really can't say you can't come in. A friend of ours had sugar cubes of LSD. That's so crazy now to think. Like, just so nuts. The whole idea you would go, I mean, even to just go, okay, you're gonna go to the Oscars, take acid and go to the Oscars, I'd be like, no, dude, I'm not doing that because I don't know what I'm gonna end up doing. That'd even be too scary. And it was like, we finally got to the front and we were both, I think, going, oh shit. If you've taken acid, you know that one of the trippiest parts of when you're on any psychedelics is transitioning, when you go inside to outside or outside to inside, you know, like that, oh, we're in a different space. And I will never forget the moment getting out of the limo. And there's like 60,000 people and every camera in the Western Hemisphere there. And it was like, let's go.
We said we can't say anything about the dresses. Nothing about the dresses. No matter what they ask everyone us, would go, don't say guys, anything. what about the dresses? Why the dresses? And we go, magical night tonight. Just all the stars are out. Is that why you're in the dress? It's just such a magical evening, and everyone looks so spectacular, you know? There were people that were like, dude, this is my big night. F you. But that was the funniest thing to us. We're like, really? Like, this is bullshit. It's Hollywood. Like, let's rock, you know? But we don't have any friends anymore. I wonder why. C'est le très choqué par la blague Phil Collins qui raflera l'Oscar cette année. La défaite blesse mine de rien, mais c'est sans doute un mal pour un bien. Car la dernière chose dont Trey Parker ait besoin à cet instant, c'est de devoir, en pleine descente d'acide, aborder le regard de milliers de spectateurs. Les projecteurs sont déjà suffisamment braqués sur lui au quotidien, avec tous les médias qui s'acharnent à le placer en figure de proue de la série. Heureusement pour la bromance des deux hommes, Matt Stone n'a que faire de cette situation, et garde volontiers cette image d'homme de l'ombre qui lui est imposée. Even though we're a partnership, and I really do feel that way, that we each bring kind of like something different to the table, and it's why it's made us survive in the stuff. The way that the stories, either in South Park or the movies, are expressed is completely through Trey. Like, Trey's the chef. When we first started getting famous and stuff, we were like, oh my God, Mega offers to direct studio comedies. But, you know, in my head, I was just like, you really don't know what you're doing. Like, you know what I mean? Like, yeah, maybe I could go fool people for a little bit, and maybe I might get lucky here or there with a scene or two, or I might pull off a little bit, but it's not in my DNA. I don't have that competing skill set, so whatever I've got channels through him. It's like any time that you get a band, you can sit there and be like, okay, well, it's Holiday Van Halen. But as soon as David Lee Roth leaves, you're like, f that band. You know what I mean? And it's like, you know, and Eddie can sit there and say, well, I write everything. And it's like, yeah, but you're not Van Halen without David Lee Roth. Where I can get to be tough is exactly where Trey's not, and where he can be tough is exactly where I'm not. That's helped us in the business of the whole thing too. You know, you won't get in an argument with Trey. Trey's not going to argue with you about something. And I'll argue about your fucking everything all the time. Trey and that's the band. And no matter who does what or whatever, that's the band. Le caractère bien trempé de Stone est à bien des égards le ciment qui unit le duo. Car derrière son aisance sur les plateaux de télé et son sourire Colgate, Parker est le stéréotype même de l'artiste. « Je suis le pire dans ce que je fais de mieux », chantait Cobain. Une devise que Trey semble revêtir chaque semaine, prêt à chaque fois à déchirer un script terminé, tant il se trouve médiocre. Certes, le stress inhérent à leur processus de production y joue sûrement pour beaucoup, mais Matt Stone est celui qui, des deux, a sauvé bon nombre d'épisodes cultissimes. Every Tuesday, they know, Matt and Ann know, they have to talk me off the cliff, you know, and every show I'm like, this is a horrible show, I don't want anyone to see it. So there was one episode we did, it was the first show of the season, and I'm like, I've lost it, like, I don't know how to do this anymore. And I was like, please, I was begging Anna, I was like, do not let this go on the air because I don't want the South Park legacy to be ruined, and this show is going to ruin it because it's so bad. and I am just gonna feel terrible. And we just ended up going, it's just gotta go on the air, Trey, just let it go on the air. And I just went home and I was depressed and couldn't sleep. And I got up the next day and they're like, dude, people really like that show. And it was the show, it was about World of Warcraft. And it is still, to this day, one of our most famous episodes that people will cite as one of the best of all time. And I literally wanted to kill myself over that episode. It's crazy. Alors que, South Park étant toujours d'actualité, les deux créateurs s'attaquent à un projet colossal. Un blockbuster hollywoodien mettant en scène des marionnettes. La comédie Team America a pour ambition de s'approprier les stéréotypes et clichés du genre, pour de nouveau les détourner de façon astucieuse, tout en lâchant quelques pics à 2-3 célébrités en chemin. Pour le tournage, les deux réalisateurs, habitués jusqu'alors aux projets de petites envergures, voient tout en grand, engageant une équipe de plus de 200 personnes, dont 36 marionnettistes de renom. Mais dès le premier jour, les problèmes s'accumulent. Il semble qu'à chaque scène, le nombre de marionnettes présents sur le plateau rende le tournage impossible. Les vingtaines de cordes s'en mêlent entre elles, les marionnettes se détériorent à chaque cascade et le moindre geste banal requiert une bonne après-midi à être mis sur pellicule. Tourner avec des marionnettes est un enfer. Rapidement, la production s'enlise, prend du retard, dépensant chaque jour des millions de dollars. Matt et Trey, enchaînant les journées de 20 heures depuis plusieurs mois, touchent le fond. Did you ever give up hope as a filmmaker? Today. No, come on. Just today on the set of our new hit film, Team America, I completely gave up hope at, it was about 9:45. The whole last month and a half has been about giving up hope. And the thing is, it's not even in a way that's like the Hollywood machine at all, because we're really being pretty well left alone, and you know, it's just
so brutal to try to make a movie at all. And, you know, we forget that. We started making this movie and then we got totally screwed in our deal. And at one point, Paramount said, we're not making the movie unless you guys do it for free. So we're not making any money on this movie. And so we are basically making an independent film again. It's just with studio money. We hate making movies. Make your own damn movie. We hate it. There's a time where you really love making your own damn movie, and that's right before you start shooting. That's basically like you get this idea and you're like, I think we're gonna be able to go do this. Come on, gang, we're gonna put on a show and it's great. And then you go, ugh, and then the production goes on and on. And you get kicked in the balls over and you compromise and it all. It's all just a series of compromises. Every time you make a movie, that's all you do. You just compromise from the day you get the idea until it's done. It's even weirder now because now we're rich. I mean, we don't need any more money. And we still just then work our asses off for free. I don't know why we do it. I really don't. Contre toute attente, le film est terminé à temps pour sa date de sortie, en octobre 2004. Mieux encore, les deux hommes sont parvenus à en faire ce qu'ils souhaitaient, à grand renfort d'humour décalé et de sujets, ma foi, difficiles à aborder, dans cette Amérique post-11 septembre. Wait a minute. You're poking fun at fighting terrorism. We're poking fun at terrorists. We're poking fun of the whole thing, yeah. To us, everything is funny. People that don't have a sense of humor don't understand that. They think that if you're making fun of something, it means you totally don't care about it, you don't think about it, it doesn't affect you and whatever, and it's like completely the opposite. You know, it's like, it's exactly how we think about things. On y retrouve donc en vrac des terroristes, des héros américains prêts à détruire une ville pour la sauver, et le dictateur Kim Jong-il, qui chante sans doute l'une des meilleures chansons de Parker. But nobody else seems to realize it. When I change the world, maybe they'll notice me. And until then... Malgré tout, l'expérience a été plus qu'éprouvante. Et bien que le film soit positivement accueilli, il entre à peine dans ses frais. Un bilan bien amer pour la période la plus noire de leur vie qui les a fait envisager l'arrêt définitif de leur carrière. Heureusement pour leurs fans, ce ne sera pas le dernier projet, et la morosité de cette période se dissipera, laissant place au syndrome South Park. Oh, après tout, c'était quand même super fun ce qu'on a fait. Par chance, il semble qu'ils n'aient rien perdu de leur soif de nouveauté, explorant notamment le jeu vidéo, avec le sympathique South Park, le bâton du destin, puis sa suite, livrant enfin, après tant d'années, une œuvre dont ils peuvent être fiers dans ce domaine qui leur est si cher. We were told, like, okay, you gotta hit shows, so now what we do is we take your thing, we give it to a company, and they make the game. And we're like, oh, cool. And so then we're like, okay, the game's done. We played it, we're like, well, this is dog shit. And then we finally just said, okay, we're not doing that anymore. And they're like, well, no, but you don't have to do anything. We're like, no, that's the point. We don't do anything. So that's when we really said, until we do the game ourselves, we're not gonna do another game. And that's why it took so long for Stick of Truth to happen. And that's the thing is, you know, and now that we're making video games, it's not like we're like these guys going, oh, what's this video game stuff? That makes a lot of money. What's that all about? Like, we grew up total gamers, you know, so something like Warcraft, we know it. We know what we're talking about. We try to, you know, if we don't know something, we really research it and get into it, but we tend to write about shit that we know, and that's why some of those episodes, you know, it's just honest, because we are those dudes. Yeah, with Warcraft in particular, I remember half our office was playing it. I mean, you'd go by computer screens and it was either South Park or Warcraft. Ce qui étonne avec ces deux bonhommes, c'est l'aisance avec laquelle ils sont capables d'écrire des histoires dans des domaines variés, appliquant une recette simple, mais qui leur promet une cohérence à toute épreuve. Each individual scene has to work as a kind of funny sketch. You don't want one scene that's just like, well, what was the point of that scene? We've found out this really simple rule that maybe you guys have all heard before, but it took us a long time to learn it. But we can take these beats, which are basically the beats of your outline, and if the words "and then" belong between those beats, you're f***ed. What should happen between every beat that you've written down is either the word therefore or but. You come up with an idea and it's like, okay, this happens, right? And then this happens. No, it should be this happens and therefore this happens. But this happens, therefore this happens. And that's why you get a show that feels like, okay, this to that, to this to that, but this, here's the complication, to that. Like Trey said, it's those two, but, because, therefore, that gives you the causation between each beat, and that's a story. Ce qu'ils prouveront une fois de plus avec leur formidable comédie musicale sur les Mormons, concrétisant, après 3 années de travail, un rêve pour les deux créateurs.
Après plus de 20 ans dans le milieu, Matt Stone et Trey Parker continuent de surprendre avec leurs plumes aiguisées, semblant à chaque fois changer de point de vue pour mieux prendre son public par surprise, guidant le spectateur vers une approche différente d'un sujet de société, sans jamais chercher à convaincre. Mais plus que ça, les deux hommes, qui n'ont jamais perdu de vue leur envie de comédie, continuent à faire rire aux éclats, et restent une des rares émissions à avoir gardé sa fraîcheur, là où beaucoup d'autres ont depuis longtemps émoussé leur croc. South Park, c'est l'histoire d'une épopée. Deux gamins partis de rien, restés soudés contre vents et marées. It's getting the right group of people around you, you know, and it's basically once you find people that you can work with, it's keeping hold of those people because you know it's basically like you sort of get your little family of and you know if you've got enough smart people around you, it makes it a lot easier. We put all these fuckers through hell too. Yeah. We drag everyone down through hell with us. As long as you have nice, smart people to go through hell with you, then it's totally fun. Yeah. It's so funny. It's so stupid. That's a kind of fish and asparagus is not distinctly well. It's just so funny that Matt and I are in our 40s now and we're still, like, when that Japanese guy shits in Kyle's mouth and Kyle shits in Lady's mouth, it makes us laugh so goddamn hard. And I know it doesn't, there's like a lot of people out there that don't laugh at that shit as hard as we do. But it's just so satisfying for me, especially after going from Book of Mormon and all the, you know, the Broadway and the accolades and all this, like, you know, and it was great. I'm super proud of that, but it's just so funny to come back here and just do a Japanese guy shitting in Kyle's mouth. It's just back to our roots, you know? Dude, I know you're feeling jealous right now, but don't hate me because I have a sweet ass. I can't help it. I know you're feeling jealous right now, but don't blame me because I have a sweet ass. I can't help it.